Commandant du mouvement de résistance nationale en Ouganda, il monte une guerre de brousse contre le gouvernement du président Milton Obote après l'élection controversée de ce dernier en 1980. En 1986, il parvient à renverser le gouvernement, lui permettant d'accéder à la présidence du pays. Au cours de sa présidence, il fait face à l'insurrection de l'armée de résistance du Seigneur, mouvement qui se présente comme chrétien, en rébellion contre le gouvernement de l'Ouganda, créé en 1988, 2 ans après le déclenchement de la guerre civile ougandaise. En politique extérieure, il soutient une invasion rebelle du Zaïre pendant la première guerre du Congo en 1996, menant au renversement du dictateur zaourois Mobutu Sese Seko. Il soutient également plusieurs groupes rebelles, notamment le mouvement de libération du Congo, MLC, contre le nouveau gouvernement congolais de Laurent Désiré Kabila, puis de son fils Joseph Kabila dans la deuxième guerre du Congo de 1998 à 2003. Il continue à se maintenir au pouvoir encore à ce jour grâce à des amendements constitutionnels. Dictateur pour certains, révolutionnaire pour d'autres. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'histoire de l'un des plus anciens dirigeants au pouvoir en Afrique et dans le monde. Voici à présent l'histoire de Yoweri Museveni. Yoweri est né dans le sud-ouest de l'Ouganda, dans ce qui constitue encore le royaume d'Ankole, intégré au protectorat britannique sur l'Ouganda. Fils d'un riche propriétaire terrien, il appartient au groupe des Bayankole, un des ethnies des Himas et Tutsis de la région des Grands Lacs. Il reçoit le nom de Museveni, de Seven Set en anglais, en hommage au 7e bataillon de King's African Rifles, un régiment britannique d'infanterie coloniale au sein duquel ont servi des milliers d'Ougandais pendant la Seconde Guerre mondiale. Yoweri commence ses études chez les Anglicans à l'école de Ntar. Les Anglicans sont des adeptes d'une confession, à savoir l'anglicanisme. L'origine de cette confession chrétienne remonte à la décision du roi d'Angleterre Henri VIII au XVIe siècle de rompre avec le pape pour cause surtout politique plutôt que théologique. Bref, Yoweri part plus tard faire des études de sciences et d'économie à l'université de Dar es Salaam en Tanzanie de 1967 à 1970, pays alors dirigé par Julius Nyerere, l'un des principaux représentants du socialisme africain, qui accueille dans la capitale nombre de militants anticolonialistes, des guerrieros communistes jusqu'aux sociaux-démocrates, selon l'historien Gérard Prunier. Il se familiarise avec les mouvements nationalistes radicaux et se lie d'amitié avec, entre autres, l'historien guyanien Walter Rodney et John Garang, dont il soutiendra une fois arrivé au pouvoir la guérilla au Soudan au sein de l'armée populaire de libération du Soudan, SPLA. À l'université, il préside alors le Front des étudiants africains révolutionnaires, USALF. Sa thèse portait sur Frantz Fanon. Museveni part ensuite rejoindre les zones libérées par le Front de libération du Mozambique, Frelimo, un mouvement marxisant qui combat le pouvoir colonial portugais et y apprend les techniques de la guérilla. En 1970, il rentre en Ouganda et intègre l'administration du président Milton Obote comme membre des services secrets. Le 25 janvier 1971, Idi Amin Dada perpètre un coup d'État. Yoweri fuit en Tanzanie et fonde son mouvement, le Front for National Salvation, en Fronaza gauche, opposé tant au dictateur Amin Dada qu'à l'ancien président Milton Obote. Il revient en Ouganda en 1979 à la tête de la guérilla aidée par l'armée tanzanienne. Idi Amin Dada a en effet commis la faute d'annexer une région de Tanzanie le 30 octobre 1978 lors de la guerre ougando-tanzanienne de 1978-1979, conduisant Julius Nyerere à le faire tomber avec l'appui du Fronaza de Museveni. Celui-ci est alors un personnage populaire qui devient ministre de la Défense. Mais son parti, le mouvement patriotique ougandais, est largement battu aux élections fortement contestées de 1980, qui ramène Milton Obote à la tête de l'État. Alléguant un trucage des élections, Museveni s'est retiré dans son fief pour mettre sur pied l'armée de résistance nationale, NRA. Dès le 6 février 1981,
Il parvient avec à peine une trentaine d'hommes, dont Paul Kagame, futur président du Rwanda, qui lutte avec lui tout le long de la guérilla, à s'emparer du stock d'armes de la caserne de Kabamba. Progressivement, il bâtit à la fois le National Resistance Movement, NRM, aujourd'hui au pouvoir, et sa branche armée, la NRA. Grâce à la discipline imposée à ses troupes, il obtient le soutien de la population et celui ambigu de Muammar Kadhafi de la Libye. Dans un programme en 10 points qui fera date, Museveni et ses partisans s'engagent pour la démocratie, la justice sociale contre la corruption et le despotisme. Depuis qu'il a pris le pouvoir, Museveni maintient un État militarisé en s'attachant à restaurer la paix dans un pays meurtri par la guerre civile. Il réussit à mettre fin en 2006 à la guérilla sanguinaire de l'armée de résistance du Seigneur et à faire redémarrer une économie moribonde. Dès 1987, il abandonne ses principes marxistes pour passer un accord avec le Fonds monétaire international FMI et la Banque mondiale et fait progressivement de l'Ouganda le bon élève du FMI en suivant les recommandations de l'institution financière avec des résultats plutôt positifs. Dans le droit fil du consensus de Washington, il privatise ainsi l'Ouganda Commercial Bank, la banque du peuple. L'Ouganda connaît une croissance moyenne de 6,5% dans les années 1990 et de plus de 7% dans les années 2000. Le taux de pauvreté est divisé par 3 en l'espace de 20 ans. La perle de l'Afrique devient un modèle et un laboratoire de politique libérale appliquée au continent. Une classe moyenne se développe. Ces progrès économiques sont cependant à relativiser. À la chute de la dictature d'Amin Dada, l'Ouganda était totalement exsangue économiquement et le taux de pauvreté spectaculairement élevé. De 1991 à 1992, Museveni préside l'Organisation de l'Unité africaine OUA et il est également considéré comme représentatif de la nouvelle génération de dirigeants africains. Il soutient le Front patriotique rwandais FPR de son ami Paul Kagame qui prend le pouvoir au Rwanda en juillet 1994, mettant fin aux génocides des Tutsis. Lors de la première guerre du Congo, en 1996, Museveni et Kagame soutiennent la guérilla de Laurent Désiré Kabila qui renverse le dictateur Mobutu, pillant au passage les ressources minières. Après s'être brouillé avec Kabila, président du Zaïre et rebaptisé Congo, l'armée de Museveni luttera lors de la deuxième guerre du Congo de 1998 à 2002 avec le Rwanda et les rebelles de Jean-Pierre Bamba contre Kabila. Mais ce soutien de Yoweri Museveni aura un prix. Ces soldats ne se gêneront pas pour piller les mines de diamants de Kisangani et d'or en Uturi. Museveni en tirera un gros profit. En mai 1996, Museveni remporte la première élection présidentielle à se tenir en 16 ans avec 74% des suffrages, l'emportant contre l'ancien ministre et candidat officiel de l'opposition Paul Nsemoujerere, ainsi que contre Mohamed Mayanja. En 1997, il introduit la gratuité de l'école primaire. Opposé à 5 autres candidats, dont notamment Kiza Besigye, il est réélu en mars 2001 avec 69,3% des voix. En juillet 2005, il fait adopter par le Parlement une modification de la Constitution pour lui permettre de se présenter à la prochaine élection présidentielle afin d'y briguer un troisième mandat. Dans le même temps, un référendum autorise à nouveau les candidats aux élections à se présenter sous la bannière d'un parti, ce qui avait été interdit dès 1986, au motif officiel que cela favorisait le sectarisme ethnique. Nombre d'observateurs relient ce référendum aux pressions exacerbées par les pays donataires à la suite du raidissement du régime. À l'issue des élections du 23 janvier 2006, il est réélu président de la République avec 60% des voix. Au scrutin du 18 février 2011, il remporte 68% des suffrages contre 26% à son principal adversaire, Kiza Besigye, chef de l'opposition. En février 2014, encouragé par des évangélistes américains, Yoweri Museveni tente de faire passer une nouvelle loi anti-homosexualité durcissant la répression de l'homosexualité et introduisant dans son projet initial la peine de mort pour les homosexuels récidivistes. Les pratiques homosexuelles étant déjà passibles de condamnation à perpétuité, cette nouvelle loi condamne toute promotion de l'homosexualité et rend obligatoire la dénonciation d'individus homosexuels. Yoweri, pendant une rencontre à Kampala, désigne les personnes homosexuelles par le terme ekifir en Luganda, signifiant en français les morts vivants ou demi-morts pour soutenir la nouvelle loi anti-homosexuelle.
En juillet 2020, Yoweri Museveni a été officiellement désigné par son parti, le Mouvement National de Résistance, NRM, comme son candidat à l'élection présidentielle de 2021. Le 4 novembre 2020, la commission électorale approuve la candidature du président sortant pour l'élection présidentielle ougandaise de 2021, ce qui a lieu le 14 janvier. Il affronte le leader de l'opposition, Bobi Wine. Le 16 janvier 2021, la commission électorale ougandaise déclare le président sortant, Yoweri Museveni, vainqueur de l'élection présidentielle, remportant environ 58,6% des voix contre 34,8% des voix en faveur de Bobi Wine. Le président de la commission électorale a rejeté les accusations de fraude avancées par Bobi Wine. En 2018, Museveni signe une loi afin de supprimer la limite d'âge constitutionnelle de 75 ans requise pour exercer la fonction de président de la République. Le 12 mai 2021, Yoweri Museveni prête serment pour un 6e mandat. Il reste à ce jour le président de la République ougandaise. C'est la fin de notre vidéo. Merci et à la prochaine. Le président rwandais Paul Kagame est devenu une personnalité de renommée internationale, notamment pour avoir construit un nouveau pays sur les ruines de l'ancien. Mais sa vie est non conventionnelle. Il a été un réfugié pauvre en Ouganda et un haut responsable militaire en Ouganda. La famille de Paul Kagame a fui le Rwanda au lendemain des indépendances en raison des persécutions ethniques et de la violence en 1961. En traversant la frontière vers l'Ouganda, Kagame a passé 30 ans en tant que réfugié. Il a ensuite eu une carrière militaire qui l'a impliqué dans certains des événements les plus extraordinaires et même des guerres. Paul Kagame a envahi le Rwanda pour tenir le génocide des Hutus contre leurs compatriotes Tutsis en 1994. En 1996, il soutient une invasion rebelle du Zaïre, contribuant à l'éviction du président Mobutu Sese Seko et prend une part active dans la Seconde Guerre du Congo, un conflit complexe aux enjeux géopolitiques de grande envergure. Mais au-delà des réformes économiques et de la stabilité qu'il apporte au Rwanda, son règne est aussi marqué par des accusations croissantes d'autoritarisme. Réélu à plusieurs reprises, Kagame est-il véritablement l'architecte de la paix et de la prospérité ou un dirigeant qui use de son pouvoir pour écraser l'opposition? L'histoire de Kagame est celle d'un leader pris entre la nécessité de reconstruire son pays et les lourdes accusations de dictature. Une histoire où la vérité semble parfois aussi incertaine que les chemins qu'il a empruntés pour arriver au sommet. Voici à présent l'histoire de Paul Kagame. L'homme connu sous le nom de Paul Kagame est né dans une tribu Tutsi en 1957 dans un petit village à 65 km de l'ouest de Kigali, la capitale rwandaise. Le père de Kagame était un homme d'affaires prospère. Sa mère était une cousine de la reine Roseline, l'épouse du roi Mutara III. Il est juste de dire que la famille a mené une vie assez confortable selon les normes de l'époque. Leur lien avec la royauté a offert à la famille une certaine protection contre les campagnes politiques violentes périodiques. Dans ce sens, les puissances européennes dont l'Allemagne et la Belgique ont exploité les divisions ethniques au sein de la population du Rwanda, favorisant les Tutsis du pays par rapport au groupe ethnique Hutu. En 1959, alors que le Rwanda se préparait à l'indépendance de la Belgique, un incident violent a déclenché la voie du soulèvement au cours duquel des centaines de personnes ont été tuées et des milliers de déplacés forcés de fuir le pays pour rejoindre des pays voisins. Cette vague de violence a marqué le début de la révolution paysanne au Rwanda, qui a duré de 1959 à 1961. Cette période a marqué la fin de la domination des Tutsis et l'aggravation des tensions ethniques dans le pays. Au plus fort de la violence, les paysans locaux armés de machettes, de lances et de quelques fusils se déplaçaient dans les villages, allumant des feux aux maisons et expulsant ou tuant les résidents. C'est dans ce contexte que la famille de Paul Kagame et des dirigeants Tutsis ont été contraints de fuir le pays. À cette époque, Kagame avait 2 ans. C'est ainsi qu'en 1961, la famille a décidé de traverser la frontière vers l'Ouganda, le pays qui allait devenir leur foyer pour les 3 décennies suivantes. Après un certain temps, la famille s'est à nouveau déplacée plus au nord et est finalement arrivée dans un autre camp de réfugiés, à Toru, une région située à l'ouest de l'Ouganda. Ils y sont restés pour le reste de l'enfance de Paul Kagame. La vie de réfugiés en Ouganda pour les Rwandais fuyant la persécution ethnique au début des années 60 était très dure. Les camps des réfugiés, pour ceux qui y vivaient, étaient mal équipés et rarement approvisionnés.
Finalement, les réfugiés se voyaient attribuer des terres par les autorités locales ougandaises et beaucoup ont fini par travailler comme une main-d'œuvre bon marché pour les agriculteurs locaux. Malgré ces difficultés, les exilés rwandais en Ouganda ont progressivement commencé à s'intégrer dans la société ougandaise en apprenant l'anglais et des langues locales. Bientôt, beaucoup se sont vus considérés comme des Ougandais. En même temps que les conditions politiques dans le pays d'origine restaient défavorables à un retour en toute sécurité, laissant les exilés en Ouganda condamnés dans un état de limbe à long terme. Malgré leur intégration dans la société ougandaise, les exilés rwandais, y compris Paul Kagame, étaient souvent soumis à un harcèlement, leur rappelant souvent leur statut d'étranger. Paul Kagame a fréquenté l'école primaire du district de Tora, le camp réfugié où il est. Là-bas, il a appris l'anglais dans une classe de réfugiés avant de déménager dans une école publique ougandaise à partir de 9 ans, où il a finalement commencé à se mélanger à la population locale. Les résultats scolaires du jeune Kagame étaient excellents et causaient même des problèmes administratifs aux autorités locales de l'Ouganda. Selon la réglementation, les 3 meilleurs élèves de la classe étaient qualifiés pour bénéficier d'une subvention pour aller à l'école secondaire. Mais comme il n'était pas ougandais, Paul Kagame n'était pas admissible, laissant les autorités dans la position difficile d'avoir à accorder la subvention à un étudiant avec des notes inférieures. Heureusement, Paul Kagame a bénéficié d'une aide financière via un ami de sa famille basé en Belgique qui lui a permis de poursuivre sa scolarité. Les performances académiques de Paul Kagame n'étaient pas atypiques à cette génération de jeunes réfugiés Tutsis. Ce groupe a montré à la fois un appétit et une aptitude pour l'apprentissage et les qualifications. Mais la mort du père de Paul Kagame au début des années 1970 a causé du tort à ses résultats scolaires et a également développé en lui l'envie accrue à combattre ceux qui rabaissaient la population rwandaise en Ouganda. Il a finalement été expulsé de l'école de Toro et a finalement terminé ses études sans distinction à l'école secondaire de Kampala. Pendant toute son enfance, Paul Kagame n'avait jamais pu retourner au Rwanda. Mais le jeune ressentait une curiosité croissante d'en savoir sur le pays. En 1977, Paul Kagame organise une découverte, une exploration douce du Rwanda à travers un voyage grâce à des contacts. Il voyage en profondeur dans le pays et de cette façon, il fit la connaissance du vrai Rwanda. Paul Kagame a revisité le Rwanda en 1977 et cette fois, il n'a pas pris le risque de traverser directement la frontière. Le Rwanda était calme pendant ces années. Le jeune Juvenal Habyarimana avait pris la direction du pays à cette époque. L'idée de retourner au Rwanda et de s'impliquer dans le processus politique était désormais fermement baptisée dans l'esprit du jeune Kagame. Parmi les recrues de la rébellion engagée par Yoweri Museveni en Ouganda se trouvait un ami d'enfance de Paul Kagame, Fred Rwigema. Cette rencontre va impulser sa vision. Paul Kagame et d'autres réfugiés modernes ont prêté allégeance à Yoweri Museveni, qui est devenu membre du cabinet du gouvernement de transition de l'Ouganda. Là-bas, il a été formé comme espion. Au début de 1981, l'armée de résistance nationale, la NRA, a lancé sa première frappe militaire contre le gouvernement ougandais. Paul Kagame faisait partie de ce petit groupe de 27 guerrieros de Yoweri Museveni. L'Ouganda s'engloutit aussitôt dans une guerre civile horrible et sanglante pendant un certain nombre d'années. Pendant la guerre civile, Paul Kagame a servi comme un officier des renseignements dans la NRA de Yoweri Museveni et son travail impliquait la collecte d'informations dans les zones rurales, un rôle central dans une guerre de guérilla. Au fil du temps, Paul Kagame est devenu militaire dans l'armée de Museveni. Si les expériences militaires et politiques du mouvement de résistance nationale de Yoweri Museveni ont permis de conquérir et libérer l'Ouganda, pour Paul Kagame, les exilés rwandais ne pourraient-ils pas faire de même au Rwanda? C'est pourquoi en 1987, avec les exilés rwandais, il a formé avec son ami Fred Rwigema le Front patriotique du Rwanda et l'Alliance pour l'unité. Fred Rwigema est devenu président du FPR avec Paul Kagame comme l'un de ses principaux dirigeants. Les deux hommes avaient des traits complémentaires. Paul était connu pour son sérieux et sa discipline. Fred était charismatique et était apprécié par beaucoup. Fred était connu comme un bâtisseur tandis que Kagame était méticuleux et impitoyable. Paul Kagame avait atteint des postes importants au sein du gouvernement ougandais. Yoweri Museveni savait que les préjugés
contre les réfugiés rwandais grandissait à nouveau en Ouganda. À la fin de 1989, Yoweri Museveni a envoyé Paul Kagame suivre une formation militaire aux États-Unis. On pense que cette mission était un moyen de faire sortir Kagame du pays, puisque Museveni savait que Kagame et son ami, Fred Rwigema, planifiaient discrètement une offensive militaire au Rwanda voisin. Avec ce départ de Paul Kagame aux États-Unis, Museveni pensait que l'invasion du Rwanda par les exilés serait stoppée. Cela n'a pas empêché le Front patriotique du Rwanda, FPR, à faire campagne pour le rapatriement des réfugiés au Rwanda. Ce front s'est farouchement opposé au pouvoir de Juvenal Habyarimana. Cela occasionne les moments où le président rwandais commence à perdre son soutien en raison de la corruption, de la répression accrue et du déclin économique. Ce déclin de l'économie au Rwanda était principalement dû à la chute des prix des magasins. En août 1990, le régime de Juvenal était au bord de l'effondrement. Fred Rwigema s'est convaincu que le moment était venu d'essayer de le renverser. Le FPR a lancé sa première attaque depuis l'Ouganda à la fin de 1990, déclenchant ce qui devait être une guerre civile de 4 ans. Malheureusement, cette invasion en octobre a été un désastre. Rien ne s'est passé comme prévu. Fred Rwigema a été tué le deuxième jour de cette attaque, laissant derrière lui des officiers offusqués et démoralisés. L'invasion a entraîné la France et d'autres pays. La France, la Belgique et même le Zaïre voisin de Mobutu ont envoyé des troupes pour aider le régime de Habyarimana. Le 4 octobre, la France avait envoyé 150 soldats. Suite à la mort de Fred Rwigema, Paul Kagame revint vite des États-Unis et prit la tête de cette organisation. À la fin de 1991, Paul Kagame avait réussi à transformer le Front patriotique du Rwanda, FPR, et son aide militaire en une force de guérilla disciplinée d'environ 5000 hommes. La campagne a donné un certain succès et les forces de Kagame ont réussi à prendre le contrôle d'un territoire croissant contre toute attente. Bien que capable d'organiser des raids éclairs dans les zones du nord du Rwanda, le FPR avait gagné peu de soutien populaire. Les pourparlers de paix engagés n'ont pas donné grand chose, mais ont abouti à un accord entre le FPR et le gouvernement signé en août 1993, dont l'accord d'Arusha. Cet accord prévoyait un gouvernement de transition à large assise qui inclurait le FPR. Le génocide des Tutsis au Rwanda se déroule du 7 avril au 17 juillet 1994. Ce génocide s'inscrit historiquement dans un projet génocidaire latent depuis plusieurs décennies, à travers plusieurs phases de massacres de masse, et stratégiquement dans le refus du noyau dur de l'État rwandais de réintégrer les exilés Tutsis. Objet de la guerre civile rwandaise de 1990-1993. Cette guerre commencée en 1990 opposait le gouvernement rwandais constitué de Hutus, soutenu par la France, par l'opération Noroi au Front patriotique rwandais, accusé par les autorités de vouloir imposer par la prise du pouvoir le retour des Tutsis exilés dans leur pays. Les accords d'Arusha signés en août 1993 qui prévoyaient cette réintégration afin de mettre fin à la guerre n'étaient encore que partiellement mis en œuvre à cause de la résistance du noyau dur du régime Habyarimana. L'assassinat du président rwandais le 6 avril 1994 déclenche le génocide des Tutsis par les extrémistes Hutus. La commission indépendante d'enquête mandatée par l'ONU lors du génocide de 1994 au Rwanda estime qu'environ 800 000 Rwandais à majorité Tutsi ont perdu la vie durant ces 3 mois. Ceux qui, parmi les Hutus, se sont montrés solidaires des Tutsis ont été tués comme traîtres à la cause Hutu. D'une durée de 100 jours, ce fut le génocide le plus rapide de l'histoire et celui de plus grande ampleur quant au nombre de morts par jour. Le 8 avril 1994, un nouveau gouvernement intérimaire est formé avec à sa tête le président Théodore Sindi Kubwabo. Le FPR de Kagame a rejeté la légitimité de ce gouvernement intérimaire et a repris le combat. Le 12 avril 1994, les troupes du FPR ont envahi Kigali. Les mois suivants ont vu une vague d'anarchie dans laquelle l'armée et les groupes de milices Hutus ont joué un rôle central. Après d'intenses combats, le FPR a saisi Kigali et le gouvernement intérimaire a fui vers le nord puis vers l'ouest. Terrifiés et traumatisés par les représailles, presque 1 million de Hutus ont fui la région. De nombreux soldats du FPR ont également perpétré des meurtres en représailles, mais leur leader Paul Kagame a déclaré qu'il ne soutenait pas ces meurtres.
Une fois le génocide terminé, le pays du Rwanda a dû faire face à des années de réconciliation et de redressement. Le jugement des personnes responsables des actes de génocide était prioritaire, tout comme la promotion de l'unité nationale et la reconstruction de l'économie du pays. Un gouvernement de transition d'unité nationale a été établi le 19 juillet 1994 avec le pasteur Bizimungu comme président et Paul Kagame vice-président. Bien que le pasteur Bizimungu ait été placé dans la position du président, Paul Kagame détenait le véritable pouvoir au Rwanda. En 1995, les réfugiés Tutsis en Ouganda ont commencé à retourner au Rwanda. C'était la première fois qu'ils remettaient les pieds sur le sol rwandais depuis plusieurs années. Le pasteur Bizimungu a démissionné de son poste de dirigeant du pays en 2000, probablement après avoir été contraint de le faire. Il a été remplacé par Paul Kagame. Il prête serment le 22 avril 2000. Il demeure jusqu'à présent. Après plusieurs réélections président du Rwanda. C'est la fin de notre vidéo sur l'histoire de Paul Kagame. Merci et à la prochaine.